Bien, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Pour moi, c'est un grand plaisir de retrouver donc non seulement les économistes qui sont à cette table, mais l'ensemble du cercle des économistes, j'allais dire, à un horaire normal, parce qu'en général, sur Radio Classique, il est 6 heures du matin. Quand je croise Lorenzi et ses camarades. Donc je trouve que nous retrouver dans un moment où il fait beau, dans le sud de la France, et à un horaire qui est quand même un peu plus humain, c'est un grand plaisir. La deuxième chose que je voulais dire avant d'introduire Bertrand et tous ceux qui vont parler maintenant, concerne la corrélation qui existe finalement entre le fait que cette manifestation a lieu en même temps que le festival d'Aix. En tant qu'amateur d'art, moi je me souviens toujours de cette phrase un peu slogan de Picasso sur le XXe siècle, moi je ne cherche pas, je trouve. Et j'ai l'impression que les économistes aujourd'hui, c'est ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de trouver des solutions aux problèmes qu'a évoqué tout à l'heure Jean Hervé. J'ajouterais qu'ils sont aussi le signe, les artistes, du paradoxe du moment. Je sais qu'Hubert Védrine le connaît, mais par exemple le principal artiste chinois aujourd'hui, ou plutôt français et chinois, c'est Yan Peiming. Donc on est vraiment dans un moment où l'économie d'un côté, mais la culture de l'autre, vivent une sorte de pas deux communs. Je ne prendrai qu'un seul exemple aussi qui est important, enfin deux même. Il y a une vingtaine d'années, les premiers films d'Oliver Stone sur les traders, on voit ce qui vient de se passer à la Barclays, et peut-être l'extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, rétrospectif, qui vient de faire Londres, Berlin, Paris, de Gerhard Richter, qui est peut-être le plus grand artiste vivant, qui est allemand, et dont l'œuvre explique profondément ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui, puisqu'on voit sur les cimaises du centre Pompidou ce portrait justement de son oncle Rudy. Et puis je voudrais aussi, avant d'introduire ceux qui sont ici, dire un mot sur les médias et remercier le Cercle des économistes, parce que dans la radio pour laquelle je travaille, et d'ailleurs dans beaucoup de chaînes dont il y a des représentants ici, on se rend compte que les médias aujourd'hui accordent non seulement une importance aux économistes, mais en plus peuvent trouver une certaine forme de croissance, de développement et de ce qu'on appelle, avec un peu de manque de pudeur chez nous, une audience grâce aux économistes et à Radio Classique depuis 4 ans, 2 crises plus une présidentielle. Eh bien, les économistes du cercle sont écoutés massivement tous les matins, ce qui est quand même, par rapport à l'image qu'on a le plus souvent des médias et qui est une réalité, c'est l'antithèse de la vision dégradée des médias qui appuient leur croissance entièrement sur la télé-réalité. Donc je trouve que c'est très positif et pour ça, je voulais les remercier. Et donc vous remercier et vous demander d'applaudir ceux qui sont ici et qui vont s'exprimer maintenant. Voilà. Donc à mes côtés, il y a M. Aoki de l'Université de Stanford, merci pour lui, Hubert Védrine et Roy Bing Wong, ainsi donc que Lionel Zinzou qui nous a rejoints. Et c'est Bertrand Jacquilla pour le Cercle des économistes. Bonjour. Qui va ouvrir donc cette première conversation. Oui, le thème général de ces rencontres est « Et si le soleil se levait aussi à l'ouest ?» Et puis le thème de la session inaugurale, c'est les grands déséquilibres mondiaux. Et je trouve qu'il y a une certaine incongruité à accoler ces deux termes. Et l'accolade de ces deux titres, « Et si le soleil se levait aussi à l'ouest » et les grands déséquilibres mondiaux, en dit long. Elle traduit le fait que les individus de ma génération et de cette région du monde s'étaient habitués à l'idée que l'Ouest domina l'économie mondiale. En fait, c'était une parfaite anomalie. C'était une anomalie qu'une petite trentaine de pays, ne représentant qu'une faible fraction de la population mondiale, ait pu dominer à ce point l'économie mondiale pendant presque 200 ans. Parce que dans l'histoire économique, la puissance économique est presque toujours allée de pair avec le poids démographique, et je voudrais vous donner quelques dates pour étayer cette contradiction. 1700, la plus grande économie mondiale est l'Inde, avec 165 millions d'habitants, suivi de près par la Chine avec 138 millions d'habitants, économie indienne assise sur la production de coton. La Grande-Bretagne en 1700, avec 8,6 millions d'habitants, ne représente que 3% du PIB mondial. 1820, 120 ans plus tard, l'Inde et la Chine représentent encore plus de 50%
du PIB mondial. Et puis, la révolution technologique manufacturière intervenue en Grande-Bretagne découple puissance économique et poids démographique. Et dès 1870, le revenu par tête d'habitant en Grande-Bretagne est supérieur de 6 fois à celui de la Chine. Et puis arrive 1978 et les réformes instigées par Deng Xiaoping, et l'histoire change de cours, si bien qu'en 2012, vous avez une égalité à peu près exacte entre 3 PIB, celui de l'Europe, y compris la Grande-Bretagne, celui du NAFTA, Amérique du Nord et Mexique, et celui de l'Asie du Sud-Est, incluant la Chine et le Japon, avec, comme le rappellera le professeur Aoki, environ 18 000 milliards de dollars dans chacune de ces 3 zones. Et si les économies émergentes continuent à croître à 3% de plus que l'Ouest, 2/3 de la production mondiale en 2030 sera le fait des émergents, avec la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Brésil représentant 40% du PIB mondial et l'Europe et les États-Unis plus qu'un quart, 25%. De plus, il y a un phénomène frappant, c'est que ce rattrapage économique s'est accéléré. Il a fallu 32 ans à la Grande-Bretagne pour doubler son PIB entre 1830 et 1862. Il a fallu 17 ans aux États-Unis pour faire de même entre 1875 et 1892. Il a fallu moins de 10 ans à la Chine et l'Inde pour le faire entre 2000 et 2010. Mais gare aux extrapolations linéaires. Ce qui n'est pour l'instant qu'un rattrapage, un catching up, est dû à 2 phénomènes. Le premier, c'est le dividende agraire, et le deuxième, c'est le dividende démographique. Le dividende agraire, c'est le fait qu'une grande partie de la population salariée, ou pas salariée dans le domaine agricole, transmute vers l'industrie. Et le dividende démographique, c'est que la plus grande partie de la population est en âge de travailler. Le dividende agraire s'estompe, et le dividende démographique en Chine a disparu depuis maintenant 10 ans, de sorte que l'on pourrait disserter sur « et si le soleil se levait aussi au sud ?» Car comme le rappellera Lionel Zinsou, en 2050, les 2/5, plus de 20% de la population active sera en Afrique, avec un dividende agraire et un dividende démographique dans cet intervalle de 40 ans. On est bien loin de l'Afrique noire et mal partie de René Dumont, qui était le livre phare de ces problèmes il y a une 50aine d'années. Mais gare aux extrapolations linéaires, disais-je, parce qu'il y a le risque de ce qu'on appelle, il y a le risque pour ces émergents qui nous rattrapent à grands pas, il y a le risque du middle income trap, c'est-à-dire qu'il y a le risque d'une décélération de cette croissance des émergents, parce qu'il y a une sorte de mur difficilement franchissable des 15 000 $ de PIB par habitant, notamment. Donc, pour que ce phénomène de catching up continue, il faut probablement que ces pays changent de modèle de croissance, mais qu'ils changent surtout et aussi, me semble-t-il, de modèle organisationnel. Nous avons un capitalisme d'État avec des state enterprises, des state-owned enterprises, entreprises publiques, qui n'ont pas fait les erreurs que faisaient nos entreprises publiques il y a 30 ou 40 ans, mais il faut tout de même noter que le return on equity réel des entreprises publiques chinoises a été négatif depuis 10 ans et que leur succès est sans doute lié au phénomène de rattrapage, de même que les 30 glorieuses en Europe et en France étaient aussi un phénomène de rattrapage. Donc ces pays ont des défis organisationnels. Comment l'État peut-il réguler des sociétés qu'il détient et qu'il gère? Comment éviter de jeter l'argent par les fenêtres? Et comment être innovateur alors que l'innovation requiert liberté d'expérimentation, voire liberté tout court? Même si en 2007, le président chinois déclarait devant le Congrès du Parti communiste comme priorité la capacité de la Chine à des innovations indépendantes, on connaît la phrase de Josh Lerner, professeur à Harvard, les innovations sponsorisées par les gouvernements sont un boulevard
des rêves fracassés. Donc ma conclusion sera en creux. Il y a des doutes à ce que les émergents peuvent surmonter ce middle income gap, ce qui atténue le sentiment relatif de déclin de l'Ouest. Mais soyons bien conscients que pour que le soleil continue à se lever à l'Ouest, le rééquilibrage en cours, qui à la fois fait peur, mais dont l'arrêt est tout aussi craint, doit se poursuivre. Et je pense qu'une des conclusions de ces journées sera que le soleil doit irradier toutes les régions du monde. Merci beaucoup. Bertrand Jacquia. À mes côtés, le professeur Aoki, qui est professeur émérite à l'université de Stanford, qui a été distingué et qui est encore distingué par la plupart des grandes universités du monde. Il a joué un rôle considérable dans de multiples organisations qui jouent justement ce rôle sur l'évolution actuelle des grands équilibres. Professeur Aoki, bonjour, bienvenue, merci d'être à Aix. Je sais que la dernière fois que vous êtes venu à Aix, c'était il y a une vingtaine d'années, donc il est particulièrement précieux de vous écouter aujourd'hui. Good afternoon. Professor Jacquia already gave a very nice historical perspective, so he preempted what I wanted to say to some extent. But I'd like to point out particularly last year was a kind of an interesting year in terms of economic history. If you take three regions, namely Europe, composed of EU and the UK, and East Asia, composed of China, Japan, Hong Kong, Taiwan, and South Korea, and so-called NAFTA economy, which include Canada and the US and Mexico. These three regions almost produce the same amount of GDP in PPP terms, purchasing power parities. And then from where, how do we go? And some people say that China is keep growing. There is even a Nobel Prize winner economist who predicts that China's GDP in 1940 is going to be 10 times as the current one, and China's GDP is going to be 40% of global GDP. But I have very strong reservations about this kind of view. As Professor Jacquia mentioned, it is becoming very important to integrate the demographic approach and the economic growth approach to predict what's going on, because there is a tremendous dynamics is going on in terms of this demography. So in the last 10 years or so in economics, so-called unifying approach is becoming very popular, integrating this demography and economy. And if you look at from this perspective, of course, GDP is a very important measure to measure the sort of strength of a nation as a whole, because if GDP is big, then a country can afford more military expenditure, foreign diplomacy, and so forth. But in terms of economic welfare, you have to look into a GDP per capita, GDP divided by populations. And in this sense, China, GDP per capita has grown quite a bit, but in the last 30 years, there is one very important factor, namely, as already mentioned, there is a tremendous migrations of labor force from agriculture to industry. And there is actually a 5 times difference in per worker productivity between the industry and agriculture in China. So
in last particular 20 years, more than 200 million people, or something like 250 million people, moved from agriculture to industry or service industry. That's provided a tremendous, impetus to increase in per capita growth. But this phenomena is about to cease. So now China, in order to grow, they have to rely upon more of an improvement in per capita, per worker productivity in manufacturing. And usually, if we look at the history, if a country reaches at the stage where the GDP per capita is something like becoming 10,000 US dollars, then growth rate is usually slow down quite a bit. In China, in PPP terms, the per capita economic GDP in coastal area has just reached a level over 10,000 US dollars. But in countries in inland province, still 40% of coastal province. So it's still a long way to go. I'd like to mention a bit more global scales. I mentioned 3 regions. And there's if we look at these 3 regions from a so-called theory of trilemma, we can have a very interesting observation. Namely, this theory of trilemma says that you can't really control the 3 things at the same time, so namely currency, value of a currency, and the independence of monetary or fiscal policies, and the free mobility of capital. This theory was developed 20 years ago, or something like that. But now we also have to consider the impact of mobility of human being. So these 3 things cannot be achieved at the same time. So you have to give up one thing. So in Europe, there is common currencies. So you can't really control this currency level within Europe. And there is, of course, a free mobility of capital and labor force. So something has to be given up. That was independence of monetary aspect of fiscal policies. Between 2000 and 2007, the interest rate becomes almost same across Europe, including Greece and so forth. And that is how the problem has been created. So from a country viewpoint, from a country like Greece or something like that, you have to give up something, whether to drop out of euro currency agreement, or give up sort of control of fiscal policy or monetary policy. And probably in order for Europe as a whole to maintain these common currencies, probably Germany and France has to take more responsibility about the controlling fiscal affairs. And so from this perspective, it's kind of interesting to make a comparison between China and Europe. Professor Wong has recently published a very interesting book saying that it's not really correct to compare China with single countries like France or England historically. And this view, you have to compare China and Europe as a whole, because both region has have the same kind of political scale. If you look at it in this way, in China, last 20, 30 years, they have, within China, of course, they have a common currency arrangements. Before revolutions, China was divided into many regions, and another military group or Communist Party group and so forth, issue the different currencies. It is not, of course, anymore true.
And there's a very strong fiscal control as well as monetary control from centralized area. And then there's a capital mobility from one region to another was somewhat controlled, but instead labor mobility is compensated for this. So from this point of view, in terms of more centralized control over fiscal and monetary policy, China did, in a way, did better than Europe. That is one of the reasons, in my view. But if you look at this China in a little bit more broader perspectives, in, let's say, East Asia, now there is lots of trade between Japan and China and South Korea and so forth. And then China cannot sustain independence of monetary policy and currency control and also a free mobility of capital. So that what China has been doing is that instead of having a fixed rate of exchange, they had rather a control of the free mobility of capital from abroad, although there are quite a bit of the foreign direct investment, but that was under the government control. But now economy is integrated more and more, then this mobility of capital become more freer, and then I would suspect that China is going to move to a more flexible foreign currency policy. In this sense, this year is also very important in the sense that China and Japan agreed to free the direct currency exchange between yen and yuan, and also Chinese government allowed the Japanese government to own their national bonds, first time for developed economies. So this shows that East Asia is becoming more and more sort of integrated in currency affairs too. So lastly, about this USA, of course, the GDP growth has been tremendous in the US, but one important factor people have to bear in mind is that there's a tremendous growth of populations. In around the 1960s, the size of Japan and the size of the US was about the same. But now, US population is 150% more than Japan. So if you look at the GDP, American growth appears to be very strong, but actually in terms of per capita GDP growth, in the last 20 years, actually Japan and US is almost the same, in spite of the so-called lost decade kind of things. And in the US, why this kind of population growth was possible, there's quite a bit of migration from Mexico and so forth. So this is why I refer to NAFTA economy regions than US alone. And so because of this, the US is one of the youngest countries in terms of demography. And California, it is one of the most youngest states in the United States. But recently, there is a very interesting also study done by researchers at Stanford. And in 2030s, the California is going to be aging as well. 20% of the population is going to become age more than the age 65. So in that sense, the US is not an expression facing this demographic problem, particularly how to sustain the so-called social security, health service, and so forth is a very difficult one. And as I said, the US maintained free exchange of currencies and free sustain this
independence of monetary policy, and then they have to allow the free mobility of capital, but not only free mobility of physical capital, but free mobility of labor forces are going to become very important. So in the States, I think these issues of migrations from Mexico and other countries is going to become a very important issue. And as you know, this is becoming one of important political issue in the presidential campaign in the United States. Thank you very much for listening. La parole est à Lionel Zinsou. Bienvenue. Merci donc d'être ici. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de sciences économiques, que vous dirigez Pie Partners et que pendant des années, vous vous êtes occupé, enfin vous continuez d'ailleurs à vous occuper du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc nous vous écoutons avec passion. Merci Guillaume, bonjour mesdames, messieurs, chers amis. Alors, je ne sais pas si le soleil se lève au sud, comme l'a suggéré Bertrand. Je ne suis pas sûr qu'il faille chercher le soleil pendant tout le week-end. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'est invité tout seul. Je suis sûr, connaissant la prescience de mes amis du Cercle des économistes, qu'en réalité, vous préparez plutôt le cinquantenaire de la révolution copernicienne qui va, comme vous l'avez noté, coïncider avec le 15e anniversaire des rencontres d'Aix en 2015. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas exclu que la Terre ne soit pas fixe au centre du système solaire. Et il n'est pas exclu que le monde occidental ne soit pas fixe, central et dominant dans le système économique. Il n'est pas exclu que ce ne soit pas l'Occident qui forme aujourd'hui l'empire du milieu. D'ailleurs, il ne s'est jamais donné ce nom et il y a d'autres candidats qui se désignent de ce nom. Donc, révolution copernicienne, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. L'Occident n'est pas au centre du monde. Est-ce pour autant qu'il va être évacué du monde dans l'opprobre par les pays émergents et les pays en développement? Évidemment non. Évidemment, la richesse restera au nord du monde et continuera de croître au nord du monde. Et moi, si vous voulez bien, puisque c'est le rôle que vous m'avez assigné, je vais juste parler des pays en développement et prendre l'Afrique qui concentre la plupart des pays les moins avancés, au sens que cette expression a pris pour les organisations multilatérales, les PMA, sont essentiellement en Afrique, sont un petit peu en Asie, avec le Turkménistan, le Laos, le Cambodge, sont un peu en Amérique centrale, avec le Honduras et Haïti, mais enfin ils sont essentiellement en Afrique. Et donc il y a un changement d'échelle par rapport à ce que vient de traiter le professeur Aoki, c'est-à-dire on ne parle pas d'un ensemble qui fait 18 000 milliards de dollars de PIB, mais dans le cas de l'Afrique, d'un continent qui fait 1000 milliards de PIB, et on se met à 1 milliard d'habitants aujourd'hui pour faire ce qui est en fin de compte un peu moins de la moitié du PIB français. Ça, c'est pour introduire le propos d'Hubert. La France n'est pas une puissance moyenne, puisqu'elle fait elle seule 2 fois ce que font 54 pays en Afrique. Donc l'échelle est réduite. Comment regarde-t-on l'Occident du haut de notre humble pauvreté dans ce basculement? Je voudrais dire 3 choses. D'abord, l'Afrique a une croissance très forte. On en avait parlé de façon un peu solennelle en 2007, alors que ce n'était pas du tout à la mode, à Aix. Vous vous rappelez, Christian, vous aviez une session sur le thème « Vous êtes pauvres, qu'est-ce que nous, pays du Nord, qui sommes riches ?» C'était en 2007. Il n'y avait pas de doute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et j'avais dit... donc c'était la moitié africaine de moi-même qui s'exprimait. Je vous avais dit, une chose que vous pourriez faire pour nous, ce serait de ne pas nous déranger pendant qu'on fait 4 fois plus de croissance que vous et
dans le monde émergent. Et notamment, une bonne chose, ce serait de ne pas nous faire une crise financière, parce que les crises financières commencent souvent par Bear Stearns, continuent souvent par Lehman. En tout cas, elles ont fait ça en 87, en 97, et malheureusement aussi quelques semaines après, à partir d'août 2007. L'Afrique croît fortement, premier message. Elle va inscrire cette croissance dans la durée. Deuxième message, il ne suffit pas de croître pour se développer. Pour se développer, on ne le fait pas tout seul. Et Dieu sait qu'on va avoir besoin des pays avancés. En ce sens, l'Afrique, comme les autres pays en développement, est une chance, une nouvelle chance, pas du tout une dernière chance pour les pays avancés. Et au fond, moi je crois qu'on peut construire dans le partenariat, mais avec un regard complètement différent, un avenir beaucoup plus équilibré. L'Afrique se développe. Oui, il se développe à 5% de croissance en volume depuis maintenant une douzaine d'années. Elle n'a pas, dans la crise en 2009, régressé plus bas que de 3%. Elle est en train de régresser un peu parce que le monde occidental et l'Europe notamment a encore tout à fait la capacité de nuire à la croissance des autres. Et donc il n'est pas faux qu'il y a des effets d'entraînement. Mais néanmoins, la prévision de consensus, c'est qu'en 2012, la croissance sera encore de 3% en Afrique. Cette croissance est relativement homogène, bien qu'évidemment parler d'Afrique, c'est une simplification. Elle est très différenciée. Néanmoins, il n'y a pas une variance considérable autour de ce chiffre de 5%. C'est donc tout le continent qui a un momentum fort, et pas du tout uniquement les producteurs de matières premières minérales ou de pétrole. Ça dépend des cours des matières premières. En 2011-2012, avec le léger tassement des cours du pétrole, en réalité, les pays pétroliers d'Afrique croîtront moins vite que les pays exportateurs de matières premières agricoles. Donc c'est peut-être contre-intuitif, mais la division entre l'Afrique utile qui croît vite parce qu'elle vend du pétrole et l'autre Afrique qui ne sert à pas grand-chose et qui croît très moins vite est malheureusement peut-être intuitive mais fausse. Sur les causes, je voudrais souligner deux causes. Souvent, on explique que l'homme africain, celui qui est immobile, enfin qu'il était jusqu'aux dernières élections, et l'homme africain n'y est pour pas grand-chose parce qu'au fond, c'est un jeu de termes de l'échange, un jeu de prix relatif. On a une chance, les matières premières sont devenues rares, en partie du fait des pays émergents, et les produits manufacturés, du fait des mêmes émergents, sont devenus bon marché. Et donc, on a un renversement des termes de l'échange. Et ça, c'est tout à fait vrai. Les exportations de l'Afrique se sont considérablement enchéries. Et ces importations de produits manufacturés sont évidemment de moins en moins chères, aussi bien en produits de consommation qu'en biens d'équipement. Donc, pour simplifier, il faut aujourd'hui 30 tonnes de coton pour acheter un tracteur et pas 100 tonnes de coton. Il est vrai que le tracteur, il est indien. Il n'est plus américain. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'achète moins cher. Donc c'est vrai, ces prix relatifs sont un changement considérable. Il y a un effet de rente là qui est très important. Cela étant, il y a beaucoup plus important simplement dans l'analyse de la balance des paiements, c'est plutôt du côté des invisibles que du côté des marchandises qu'on trouve une explication centrale. L'Afrique est un continent qui, pendant 40 ans, est devenu exsangue en matière financière. Et il n'y a pas tellement d'exemples dans l'histoire économique qu'on peut avoir des flux financiers négatifs. L'Afrique, paradoxalement, a financé le reste du monde, au sens où les flux d'épargne des entreprises, c'est-à-dire les retours de dividendes des grandes entreprises multinationales d'Afrique vers le reste du monde, ajoutés au remboursement des crédits qui sont rapidement devenus plus élevés que la production de nouveaux crédits, tout ça a fait que l'Afrique a été créditeur net du reste du monde des années 70 aux années 2000. Il y a une inversion complète des flux. L'aide publique au développement se redresse légèrement vis-à-vis de l'Afrique. 2, l'investissement direct étranger, globalement sur l'ensemble du continent, est en forte croissance. Et 3, il est apparu un phénomène qui est aussi important quantitativement que chacun des deux phénomènes précédents
à la fois aide publique et investissement direct, ce sont les apports de la diaspora, les flux de 50 milliards de dollars par an, soit 5% du PIB du continent, avec des records dans un certain nombre de pays, le Maroc, le Cap-Vert, le Soudan, mais qui sont un apport aussi important que l'apport de la diaspora chinoise, quantitatif et qualitatif, au développement de la Chine. Donc il y a un renversement des invisibles. Alors évidemment, comme ils ne sont pas visibles, on insiste peu dessus. Ajoutons que, en dehors des flux de financement qui font que l'Afrique est désormais financée, il s'est trouvé que l'Afrique a été dans une crise de surendettement avant tout le monde. L'Afrique de l'an 2000 est endettée à 125% du PIB. L'Afrique de 2012 est endettée à 25% du PIB. Entre les deux, une initiative multilatérale absolument exceptionnelle, pays pauvres très endettés, on a réduit par annulation la dette. Et ce faisant, on a inventé une forme d'aide publique au développement extraordinairement économique, puisqu'elle ne comporte pas de frais de gestion et elle est inaccessible à la corruption. L'annulation de la dette, chose que les altermondialistes ont dit longtemps, seule, chose que la France a dit seule, et à quoi Glenn Eagles, les pays anglo-saxons se sont ralliés, c'est quand même la technique d'aide publique au développement la plus efficace, la plus économique en termes d'impact sur le terrain. Et puis les pays riches de matières premières, l'Algérie, l'Angola, le Nigeria, ont remboursé leurs dettes, ont payé leurs dettes. Donc, entre celles qu'on rembourse et celles dont on a fait banqueroute, il se trouve qu'on a désendetté le continent, et on a fait cette expérience un peu avant la Grèce. Et d'ailleurs de façon beaucoup plus complète, et avec des résultats encore plus faciles à percevoir comme très positifs. C'est une révolution financière. Ajoutez-y que l'Afrique est le continent où on épargne le plus après l'Asie, loin derrière la Chine, mais quand même en moyenne le plus après l'Asie. Ce qui encore, une fois, est contre-intuitif. Quand on a un revenu par tête de 3 $ par jour, il paraît singulier qu'on épargne 60 centimes. Mais cette singularité, elle est un des traits fondamentaux des équilibres mondiaux d'aujourd'hui. Ce sont les pays pauvres qui accumulent l'épargne qui financent les pays riches. C'est comme ça, c'est une réalité des années 2000. L'Afrique y participe. Le fait nouveau en Afrique, ce n'est donc pas qu'on épargne. Le fait nouveau, c'est qu'il y ait un système bancaire qui se développe à toute vitesse. Les deux secteurs où on crée le plus d'emplois salariés en Afrique sont les banques et les télécoms. Il faut cesser de regarder l'Afrique avec un certain folklorisme. Ce n'est pas le coton, ce n'est pas le manioc, ce n'est pas le textile, ce sont les services financiers et les télécoms. Et donc, les services financiers, c'est à la fois les marchés qui se développent très rapidement dans tout le continent, et c'est la bancarisation. Ça permet la transformation d'encaisses qui étaient relativement oisives en moyens de financer, moyens endogènes de financer le développement. Notez par ailleurs qu'il y a aujourd'hui 500 milliards de dollars dans les coffres des banques centrales africaines, alors qu'on était à quelques dizaines de milliards il y a 12 ans. Notez qu'il y a aujourd'hui dans les fonds de pension de l'Afrique anglophone 350 milliards sous gestion. Ces deux catégories, au fond, d'actifs, ces réserves de double nature, représentent l'équivalent d'une année de PIB. C'est un peu comme si on avait 15 000 milliards dans les fonds de pension européens et dans les réserves de change européennes, une année de PIB de l'Union européenne, mais on ne les a pas dans l'Union européenne, on les a en Afrique. Ce qui veut dire que bien que nous ayons des habitudes de mendicité, je me rappelle que quand Dominique Strauss-Kahn est venu expliquer qu'il fallait dépenser, vous vous rappelez que c'était la consigne du Fonds monétaire international, 5% du PIB pour les plans de relance. Qu'en dessous de 5% de dépenses publiques supplémentaires, on allait causer la dépression. Il faut garder ça en mémoire parce qu'il y a peut-être des gens qui ont oublié cette norme de 5%. Il est venu le dire à Dar es Salaam. 50 milliards. Et il a lancé un appel qui n'a pas été particulièrement entendu, à ce que l'aide internationale s'accroisse de 50 milliards, c'est-à-dire double. Mais à vrai dire, on aurait pu le financer sur ressources financières internes. Il va falloir s'habituer à cette chose singulière. L'Afrique a des ressources financières, elle les mobilise ou pas. Elles sont polarisées dans quelques pays et non pas dans tous, mais elle a des ressources financières. Pourquoi j'insiste avec un tout petit peu de luxe là-dessus? Parce que
on ne parle pas énormément de finance dans nos débats, puisque la finance, qui est perçue comme un problème en Occident, est perçue comme une solution dans les pays émergents. Donc je parle de finance parce qu'il faut faire un peu de publicité pour les grands investisseurs et ceux qui élaborent ça en investissement, enfin qui élaborent de l'épargne longue en investissement. Et j'en parle parce que, encore une fois, ça n'est pas une question de savoir si on exporte plus de coton et de pétrole, c'est une question de transformation qualitative profonde du continent. Deuxième point, c'est pas avec ça qu'on suffit, enfin, ceci ne suffit pas à développer un continent. Et évidemment qu'avec la montée d'une surchauffe économique, dans beaucoup des pays, il y a une quinzaine de pays, on est en croissance à 2 chiffres. J'ai dit que c'était assez homogène, mais tous les pays d'après-guerre, et il y a eu beaucoup de guerres que le monde a jouées sur le territoire africain, en plus des guerres que nous nous faisions à nous-mêmes. Et pendant la guerre froide, il y a eu beaucoup de conflits, et les après-guerres donnent des croissances à 2 chiffres. Mais même si on n'est pas en croissance à 2 chiffres, à 5% en volume, on est en surchauffe. Et il y a beaucoup de déséquilibres internes qu'il va falloir résoudre, beaucoup de réformes structurelles qu'il va falloir faire. Les signes les plus patents de ça, c'est que oui, il y a l'émergence d'une classe moyenne qui consomme, qui investit, qui entreprend, qui a été de mieux en mieux formée, mais enfin, tout le monde ne rentre pas dans la classe moyenne. Et notamment, il y a un problème dramatique de l'entrée des jeunes sur les marchés du travail. Et ce dont la Tunisie est le symbole, c'est la révolte de cette jeunesse, c'est en fait un symptôme général, c'est un prodrome. Il y aura des révolutions arabes dans toute l'Afrique, car il y a un déséquilibre du marché du travail dramatique qui fait que, entre l'offre de nouveaux salariés très qualifiés et le système productif resté très informel, dans mon pays, le Bénin, 90% des emplois sont non salariés et appartiennent au secteur informel. Et évidemment, dans le secteur informel, vous n'avez pas la capacité d'absorber des gens formés à Bac plus 5. Il faut bien voir qu'il y a un décalage terrible et une nécessité de rendre formels les emplois. Il y a quelques pays qui ont des politiques directement qui s'adressent à ça. On ne peut pas rester dans un continent où il y a 1 milliard d'habitants, 500 millions d'actifs et 100 millions de salariés. Et si vous retraitez de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et du Maghreb, il y a en réalité moins de 10% de salariés sur le total des emplois. C'est extraordinairement précaire. Nous sommes le continent de la précarité. Deuxièmement, et donc ça a des conséquences politiques considérables, deuxièmement, nous avons des problèmes d'infrastructure que la surchauffe a créés. Et donc, nous sommes un continent en panne électrique, ce dont le monde se soucie quand le délestage touche les pays comme l'Afrique du Sud. C'est très bien le système qui dit « stop, vous avez fini, vous avez dépassé votre temps ». Je vais donc conclure. Quand l'Afrique du Sud perd 17% de sa production minière parce qu'elle est en panne électrique, le monde s'en trouve déséquilibré. Mais toute l'Afrique est en délestage. Tout ça pour dire que ça demande de la technologie. Ça demande du financement d'infrastructures et la profondeur des marchés financiers, elle est à l'ouest. Ça demande des systèmes de garantie un peu inventifs, mais ça demande de mobiliser l'épargne du monde. Et l'épargne du monde, elle est en Asie, certes, mais elle est quand même beaucoup accumulée à l'ouest. Oui, nous avons de l'épargne, mais nous n'en avons pas à la hauteur des besoins intensifs en capital que nous avons. Malheureusement, les infrastructures, l'énergie, la maîtrise de l'eau et le développement de l'agriculture sont les secteurs les plus intensifs en capital et beaucoup plus que l'industrie manufacturière. Nous avons besoin d'un Ouest qui s'intéresse à l'Afrique parce que nous avons besoin d'accélérer notre croissance à 5%. On réduit statistiquement la pauvreté. Compte tenu de la croissance démographique, on ne réduit même pas en nombre, en valeur absolue, le nombre des pauvres. Alors c'est une chose de réduire la pauvreté statistique. Enfin, s'il y a de plus en plus de pauvres dans des bidonvilles, vous voyez le problème. Nous avons besoin de 7% de croissance. C'est 2% de croissance de différence.
Ils sont certes l'effet de la gouvernance, etc. C'est encore plus de capital, encore plus de technologie, encore plus d'éducation. Nous pouvons construire tout ça lentement, ou bien l'Ouest peut l'apporter et accélérer le mouvement. Et c'est une ressource de croissance pour les pays de l'Ouest. Je vous rappelle que l'Afrique est à 7000 marins de Gibraltar, qu'il a fallu que ce soit un chanteur, Bob Geldof, qui crée The 7 Mile Fund, un fonds de private equity qui investit en Afrique, qui collecte dans le monde entier, à 7000 marins de l'Europe. L'avantage quand on est à 7000 marins, c'est que tout ce qu'on fera en flux d'échange, en flux d'hommes, en flux de technologie, de l'Europe vers l'Afrique, remontera, peut-être pas en flux d'hommes, apparemment c'est une controverse, mais sûrement en flux de richesse. Il a fallu que ce soit Bob Geldof, mais vous avez remarqué que la reine d'Angleterre l'avait anobli. Je vous remercie. Lionel Zinsou. Tout à l'heure, le professeur Aoki a parlé donc des travaux du professeur Wong de l'Université de Californie. Donc je suis ravi de lui donner la parole. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Il me faut parler en anglais. I'm very sorry. I love hearing French. I love visiting France. I'm amazed that this is the only country where you can serve such a beautiful meal under tents and then bring people into a dark room and talk about very serious things. It's also an honor as an historian to be among economists. And again, France is the only society in which I work where an historian is privileged to be with social scientists who work on the contemporary world. My remarks today begin with noting that the world, if we thought about what the world would look like today in 1980, it'd be very difficult to predict. Firstly, obviously, China's dramatic rise. Secondly, I would argue very difficult to predict that the EU would have this particular combination of promise and perils daily playing out on the front pages of our newspapers. And thirdly, I'd say it'd be very hard to predict that the Americans would have put themselves into such a deep hole through the combination of consumer debt and government debt. So I would say if we look at these three major and important regions about which we've heard different things already, and we think about what we thought of them in 1980, we'd be very surprised they look like they do today. Each region has its own challenges. I would argue we want both, as an historian, we want to understand the ways in which these challenges are rooted in problems common to all areas, but to which very particular kinds of possibilities in terms of solutions and continued problems exist because of the kinds of traditions and sensibilities that exist within each of these regions. And thus, with that sensibility, then we can turn to the question of what can we learn from each other, or what can we expect in terms of how the world will or will not be balanced in the future. So if it's true that each region, as I'm describing, has developed its own particular set of capacities to meet challenges and confront problems, it's interesting that in the context of a global world, and what we've heard so far this afternoon, much of what we're interested in is the consequences we all face, positive and negative, from the actions of people in other regions. In other words, we're most interested in how these connections affect us, how the large aggregate balances change over time, and thus we concern ourselves less with some of the causes and factors that remain within each region, which cause different places to act in the ways they do, both domestically and internationally. Moreover, when we do tend to generalize, or we look and ask what's going on in each region, my sense over the last 40 years of being a student and studying these matters is that we project the priorities and preferences for how to solve problems from the advanced systems, that is from the West, from the world regions of either Europe or North America,
to other parts of the world. And thus we have an asymmetric set of expectations and understandings of how different world regions actually go about solving the ways in which they go about creating their own problems and at least in some cases, solving them. What this means specifically then in terms of thinking about China's rise is that we view China in a very asymmetric way. We're very comfortable, and the we here means people, both academics and politicians and officials in the US and in Europe, less perhaps in Europe than the US, but nevertheless, one can still hear these things in Europe as well, full of advice to the Chinese about how to solve their economic, political, and social problems based on an understanding and a distillation of what we think best European or American experiences are. We don't typically consider the converse, namely that the US or the EU might be studying some of the things that China does with an eye to understanding how their problems might be viewed. And this, I would argue, is a natural outcome of the ways in which the social sciences have developed, where our basic empirical basis for knowledge, both in economics and the other social sciences, really does come from understanding how European societies and their derivative white settler societies, including North America, were formed. There then comes three basic reasons in the late 20th century where histories just don't matter. Historians don't matter. Histories of the non-European part of the world especially don't matter. We've long thought that the rest of the world was either stagnant or in decline since the 19th century, thus histories of those parts of the world don't matter to understanding the present. Secondly, histories also of Europe don't matter. Certainly in the US, it's hard to make people understand European history either, precisely because what mattered from European history, those important elements of what made modern states and modern economies, have been distilled and transformed into our social sciences in ways in which we no longer need the histories themselves to understand the experiences from which these processes emerged. And thus finally, in the late 1980s, 1990s, the fall of the Soviet Union, the very visible turn of China towards state capitalism, the heralding of the end of history sort of sealed the deal that history didn't matter. So we entered the early 21st century largely unwilling and unable to consider how locating within each world's regions the kinds of problems and possibilities they face, how those are rooted, in part at least, in the kinds of histories that each of these regions has. Empirically, then, I only have time to develop one or perhaps two examples of what I'm suggesting. In both Europe and the US, we have a reasonable empirical literature that suggests that from the late 19th century into the 20th century, the development of social welfare and types of public spending is highly correlated with democracy. The more political voice there is, the more people get the vote, the more likely there'll be public spending for public services. And there's a clear kind of empirical regularity across different European and American societies, and in the US at state levels in particular. But I want to suggest those kind of causal sequences work very well within those particular world regions, but they do very poorly at predicting how we'll find social welfare being conceived or implemented in other world regions, including China. And indeed, China gives examples of social welfare spending before the advent of democratic ideas or institutions, and therefore, and if I had 5 more minutes, I'd try to explain why that is, but for the moment, I'll just say, as an economist would, let us assume this, for the matter of my argument, that the Chinese do this, and it matters if that's true, because then there are ways in which to observe certain social phenomena that we perceive to be modern, and recognize that they can have origins and causal sequences that actually obtain from sequences very different than those which we expect them to have. And that really does have implications for how we understand other parts of the world, from which we think we see something similar to what we understand here, but in fact have contexts and causal linkages that place them in very different kinds of places. So what does this imply for what we'd want to know in terms of balancing what it would be to consciously achieve balances in the future? I would argue it implies we want to develop more comparable knowledges about the US, about Europe, and about China as 3 of the large regions, related to the 3 regions Professor Aoki spoke about earlier, that we need to understand what is done in each region, both what's done well and what's done poorly, rather than imagine
as Professor Jacquier referred to in his remarks about it's easy to exaggerate either positively or negatively the possibilities of China. So too, we want to apply that kind of skeptical sort of a metric of evaluation to all world regions, to their problems and to their possibilities, to a sense of what works well and what works poorly. I want to suggest if we do that and we take the example, just let's go back to 2008, think of the financial crisis and the problems that spiraled around the world. If we compare the reactions of governments in the US, the EU, and in China, it's very striking that the Chinese, by November of 2008, the central government had assembled all the various provincial leaders. They underwent negotiations, more informal than formal. It's not a matter of law, but they negotiated how much each province would put into the stimulus package, how much the central government would put in, and they decided by provincial level what were the priorities for infrastructural investment, and different kinds of choices were made. And in part, because of these policies, not completely, but in part, we saw the rapid reversal, and there are a lot of other considerations that make the Chinese an economy much easier to turn around than either the EU or the US, but the flexibility and effectiveness of decision-making with respect to economic crisis seems to me not an irrelevant element in understanding the differences that obtain in different world regions. And if we follow that out and ask why these matters are, it's easy to say, well, in the US, obviously, we have states that have balanced budget amendments. The federal government's very distinct from the state. We have all kinds of institutional reasons why we would not expect something such as the Chinese response to take place. But as we recognize that, there are two things it seems to me worth thinking about. One is we are very comfortable in expecting and telling the Chinese how they should reform their institutions. But then if we say, look at what they do, what does that imply for our institutions? It's unnatural to think that anything in our own, I'm speaking now for Americans, Americans are unlikely to think they can change or would want to change their institutions. And what this ultimately means then is at the end of the day, when we think about these world regions, I'm skipping 3 levels of how I get to the last step, but I have about 60 seconds left, so I go straight to the chase. What this example, if I filled it all the way out, leads to is a recognition that the asymmetry of our expectations leaves us less able to confront and reflect upon what does it take in the future to create effective and efficient political and economic decision-making. What are the models we see in different parts of the world? What are the burdens of history that different regions carry? The US carries its burdens, I think, very visibly in the Supreme Court. I would argue that Europe carries its burdens in a different sort of way, in the manner in which we see the challenges of the formation of the EU. I think all visible forms of history's burdens are present there. The Chinese carries theirs in a very different way. All of these places have problems and possibilities that are in part enabled and constrained by their pasts. And it seems to me that the common future, in which better ways of making decisions are more commonly shared, has to depend on understanding and recognizing the conditions in each of these regions in order to understand why we're not all going to converge on the same system, and despite that fact, why we might be able to learn from each other. Thank you. Voilà pour terminer cette session inaugurale. Donc Hubert Védrine, qui fut l'un des principaux collaborateurs de François Mitterrand et ministre des Affaires étrangères, vous le savez probablement. Hubert Védrine. Merci Guillaume. Quand on regarde l'intitulé général de ces rencontres, le paradoxe est évident parce que c'est tout à fait l'inverse de ce que nous observons et de ce que nous vivons. Sauf si on considère que l'Ouest s'est défini par les longitudes, auquel cas le Brésil pourrait dire « mais c'est nous ». Le soleil se lève chez nous. Mais Jean-Hervé nous l'a bien dit, c'est une réflexion OCDE. Quant à un monde de déséquilibre, je dirais que c'est un pléonasme, parce qu'en fait, il y a peu de moments historiques qui soient véritablement stables. Il y a des moments, je veux dire, par exemple, le 19e siècle, grâce à l'équilibre des forces, a été stable un certain temps, la guerre froide, 45 ans, mais on est plutôt dans des périodes normales. Donc, je veux dire, par là, il ne faut pas réfléchir à un monde de déséquilibre comme si on allait les surmonter pour créer un monde d'équilibre. Ça n'a aucune chance d'arriver. Ce qui peut nous intéresser, c'est que le déséquilibre soit une dynamique, en fait,
et que cette dynamique soit gérée plus ou moins. Donc, d'emblée, je pense qu'il y a des facteurs de déséquilibre encore accrus qui se poursuivent et qui ne vont pas s'arrêter demain matin. La redistribution extraordinaire des pouvoirs entre les Occidentaux qui avaient le monopole de la puissance et de la richesse et du pouvoir depuis quelques siècles et qui ont perdu ce monopole, qui n'ont pas perdu la richesse ni le pouvoir, mais le monopole, ça va continuer. On n'a pas tout vu dans ce domaine. Et ça va toucher beaucoup de normes, beaucoup de hiérarchies, des valeurs, des idées, même des choses philosophiques, et pas que géopolitiques ou stratégiques. Là, le bouleversement démographique se poursuit, avec des pays qui continuent à diminuer, d'autres qui vont augmenter. La relativisation du poids, par exemple, des Européens va se poursuivre. La transformation, le développement extraordinaire de la sphère financière au cours des 30 dernières années, en disproportion totale avec l'économie réelle, c'est pas près de disparaître, la correction. Bon, donc vous avez des facteurs de déséquilibre qui vont se poursuivre. On pourrait parler aussi de mouvements migratoires très vastes partout dans le monde entier. C'est pas qu'une question européenne, c'est une question intra-africaine, par exemple, très importante, et qui sont très peu contrôlées, presque incontrôlables. Et en ce qui concerne la puissance, il y a dans le fameux monde multipolaire, il y a des pôles qui sont à peu près équilibrés, mais enfin il y a des pôles qui montent, d'autres qui descendent. Il y a des ascensions rapides. Regardez par exemple le budget de la défense de la Chine, mais des États-Unis qui ne veulent pas lâcher la position numéro 1. Bon, donc c'est pas de demain matin, même si on trouvait des réponses aux différentes questions qui sont abordées dans les 3 jours, qu'on va se retrouver dans un monde équilibré et stable, encore moins dans la fameuse sympathique et illusoire communauté internationale. Enfin, je le dis tout le temps, ça. Bon, il n'empêche qu'il y a quelques éléments de correction qui apparaissent. D'abord, en ce qui concerne le rééquilibrage de la puissance, je crois que les émergents ont un peu mangé leur pain blanc. Les Chinois disent parfois on a eu 100 ans d'humiliation, 30 ans d'erreur, 30 années glorieuses, nos 30 glorieuses, et maintenant on est devant des difficultés sérieuses. Et bien sûr, on peut prendre chaque émergent sur le plan économique, commercial, sur le plan de la hausse des prix, la hausse des salaires, la question politique pour ceux qui ne sont pas encore des démocraties. Ça va être, à mon avis, moins facile qu'avant, donc ça peut un peu ralentir le phénomène de rééquilibrage, ça ne l'arrête pas. Et on aurait bien tort, en tant qu'Occidentaux, de se dire ça va, on est tranquille, on a absorbé le choc, et maintenant, ça ne va plus tellement changer. Non, même avec des difficultés, les émergents, en partie déjà émergés, vont continuer à émerger, sauf qu'ils n'ont pas d'unité véritable entre eux, sauf dans la rhétorique de revendication contre le monopole des Occidentaux, donc rente historique, mais à prix sans compétition. L'autre élément, qui est peut-être un élément de rééquilibrage, si on ne rate pas le tournant, c'est non pas la transition énergétique, parce que ça, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on va abandonner avant un terme humainement prévisible, ni le pétrole, ni le gaz. Regardez le gaz de schiste aux États-Unis. C'est grâce à ça qu'ils deviennent un des pays occidentaux les moins polluants en CO2. Brusquement. Ils sont maintenant loin derrière l'Allemagne, qui continue à subventionner son charbon et sa lignite, et qui est le premier émetteur de CO2 en Europe et même au-delà. Donc je ne crois pas du tout à la transition énergétique. Il y aura du nucléaire pendant encore très très longtemps, notamment porté par les émergents. Mais en revanche, je crois beaucoup à la diversification énergétique. Et la diversification crée de nouveaux terrains de compétences, de compétitivité, de valeur ajoutée. Ça peut redistribuer la hiérarchie économique, qui peut-être à notre profit aussi, si on ne rate pas ce tournant. Mais si on prend la question choisie par les économistes, on se dit que les déséquilibres se poursuivent, il y a peut-être des facteurs qui ralentissent un peu, mais on en vient à la question de la capacité de rebond des Occidentaux, par eux-mêmes, donc des Américains et des Européens. Alors, qu'est-ce qui nous ferait penser que les États-Unis ont la capacité de rebondir, peut-être à travers toujours une formidable avancée en matière de recherche, de technologie, mais ça suppose un système politique qui sorte de l'autoparalysie, dans lequel c'est en train de s'enferrer, sauf qu'il y a une décision récente de la Cour suprême qui peut donner l'espérance que le système n'est pas entièrement auto-bloqué. Enfin, ça tient vraiment à la position particulière d'un juge clairvoyant qui n'a pas voté comme c'était espéré par les républicains. C'est fragile quand même. Alors, on voit bien à quel point le système handicape maintenant les États-Unis dans la conduite de la plupart des grandes politiques. Il faudrait aussi que les États-Unis arrivent à redompter la finance. Parce qu'au fond, ils ont libéré une sorte de Frankenstein financier pour faire en sorte que le système joue son rôle
joue son rôle de facilitateur, de financeur, etc. Parce qu'on n'est pas dans la situation africaine que Lionel décrivait, dans une autre situation. Et comme il a dit, c'est de là que partent les crises, bien sûr, pas d'Afrique. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à redompter ça? On n'en est pas sûr. Mais bon, on peut admettre l'idée qu'il y a encore aux États-Unis une ressource d'énergie dans tous les sens du terme, une croyance dans l'Amérique, une croyance dans le progrès, dans l'avenir, capacité de rebond. C'est moins vrai des Européens, je pense. Et même si les Européens arrivent à clarifier enfin un jour ce qu'ils sont sur le plan politique, sur le plan institutionnel, la répartition entre le niveau européen et les niveaux États-nations, sur le plan géographique, jusqu'où ça va, sur le plan diplomatique, est-ce qu'ils sont une grosse ONG sympathique, une Croix-Rouge ou une puissance en formation? Bon, même s'ils arrivent à clarifier tout ça, je crois que s'il y a un endroit au monde qui est miné par l'absence de confiance en soi, par l'absence de confiance dans le progrès, notamment depuis le XXe siècle. Il y a des raisons, mais ce n'est pas suffisant. Et il n'y a pas d'autre endroit au monde où l'opinion soit à ce point recroquevillée, en fait, inquiète, sur la défensive. Ça a l'air absurde de mêler la psychologie à nos considérations, mais je pense que ça joue sur le comportement de n'importe quel décideur politique, économique, scientifique, et évidemment n'importe quel électeur en Europe. Donc moi, je ne vois pas le paradoxe sympathique du titre des rencontres se concrétiser s'il n'y a pas quelque part, d'une façon ou d'une autre, un choc positif en Europe qui arrive à modifier ça et à justement alimenter les perspectives d'une croissance en Europe qui serait, selon les slogans, une croissance durable. Bon, il y a bien le lieu où normalement ces éléments se rencontrent, c'est-à-dire le G20, qui n'est pas un gouvernement du monde, qui est une enceinte au sein de laquelle la compétition continue. Et tout dépendra par conséquent de la capacité des Occidentaux, c'est la question qui nous est posée, à avoir une stratégie. Avoir une stratégie, ça veut dire savoir ce qu'on veut, avoir des objectifs, chacun des pays européens, articuler avec les autres, donc on va dire France-Allemagne, puis les pays de la zone euro, puis les pays de l'Union, que ce soit cohérent, en tout cas non contradictoire avec les États-Unis. Si on prend les 5 ou 6 grands sommets mondiaux, il y a plusieurs cas où les Européens et les États-Unis n'étaient pas sur la même ligne. Donc c'est un travail facile à énoncer, mais pas facile à réaliser. Et je pense qu'on n'arrivera pas à faire ce sursaut si les Occidentaux n'ont pas une stratégie à long terme par rapport aux émergents, comme par rapport à l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Mais pour le moment, ils sont sous compétition et sous pression des émergents. Et une stratégie, ça veut dire qu'est-ce qu'on encourage, qu'est-ce qu'on accepte, à quoi on ne peut rien, qu'est-ce qu'on essaie de corriger, de contrebalancer, d'empêcher. Bon, il faut une vraie stratégie. Or, n'importe lequel des grands pays occidentaux, par rapport à la Chine, a 3 ou 4 politiques en même temps, contradictoires, non arbitrées, peut-être non arbitrables. Il suffit de lire, c'est amusant, pour comparer le livre de Kissinger et ensuite celui de Luttwak sur ces questions chinoises. Donc pour moi, on n'arrivera pas à concrétiser cet objectif s'il n'y a pas, au-delà des capacités d'épargne, au-delà des capacités technologiques, au-delà des problèmes que les autres vont rencontrer, s'il n'y a pas un vrai sursaut stratégique de la part des Occidentaux sur l'ensemble de ces sujets, et s'ils n'arrivent pas à s'emparer de la question de l'écologisation pour en faire le domaine principal du bond en avant dans la fameuse croissance durable qui un jour sera synonyme avec croissance. Il n'y aura plus la croissance prédatrice et des gadgets de développement durable à côté. On n'y arrivera pas si on ne change pas les modes de calcul en ce qui concerne PIB, PNB, etc. Et si on n'arrive pas à prendre en compte non seulement les flux, mais aussi les éléments de patrimoine, notamment de patrimoine naturel. Le jour où on arrive à surmonter cette contradiction que j'attendais, moi, de la commission Sen, Fitoussi, etc., mais je trouve qu'ils sont un peu arrêtés en chemin, il faudrait aller au-delà. Le jour où on arrive à introduire ces données dans le marché, je pense que le marché est confirmé comme étant le système le plus efficient qu'on ait jamais inventé. Mais tout dépend des données qu'on entre dans ce système. Voilà les conditions à mes yeux, et je m'arrête pour que ce soleil dont on nous parle, pour que ce sursaut soit possible.